bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir de revenir sur l'un des plus horribles épisodes de la colonisation de l'Algérie. Il s'agit du génocide de l'Arwat du 4 décembre 1852. Un massacre signé par de sinistres généraux de l'armée française qui ont pour nom Pélissier, Youssouf, Bouscarène, qui, pour la première fois dans l'histoire, ont utilisé du gaz chloroforme pour venir à bout de la résistance de la ville de 4500 habitants. Pour revenir sur cet épisode dramatique, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Moustapha Khiati. Les chercheurs, auteurs de plusieurs ouvrages sur la colonisation, sur la guerre de libération nationale. Monsieur Moustapha Khiati, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir et merci de l'invitation. Quand on parle de l'Arwat, donc ce génocide commis par l'armée française en 1852, c'était quand même une contrée paisible et bien organisée. Oui, alors l'Arwat a toujours vécu comme une cité-État. Donc elle avait... une organisation un petit peu particulière. Oui, elle avait son organisation, des instances qu'elle a dirigées, une personnalité qui était à sa tête. Et au niveau du sud algérien, toutes les autres villes savaient que l'Arwat était une ville qui était bien gérée, bien administrée, et ça explique un peu les échanges qui se faisaient entre l'Arwat et le Mzab, par exemple, d'un côté, l'Arwat et de l'autre côté avec la Libye, la Tunisie à travers la Ouargla. Donc l'Arwat a été considéré, parce qu'elle est située un peu au centre, un grand carrefour, et un peu un centre, disons, c'est l'entrée au sud, mais en même temps un centre économique important. De plus, par l'Arwat, juste à côté de l'Arwat, il y avait les grands passages des caravanes qui vont absolument, qui montaient jusqu'au Sahel et qui descendaient jusqu'au sud. Donc c'était un passage pratiquement obligé, ce qui explique un peu l'importance de l'Arwat. Donc voilà, l'armée française qui décide d'occuper la ville dans un contexte bien précis, le contexte de la guerre totale, ou bien la guerre de châtiment, tel qu'il a été défini par le sinistre Bugeaud. En fait, la décision d'occuper totalement l'Algérie a commencé en 1840 pratiquement, avec la nomination du général Bugeaud qui devient maréchal, et la lutte sans merci engagée contre l'émir Abdelkader, puisqu'on donne à ce général tous les moyens qu'il demandait. C'est-à-dire d'abord les effectifs qui sont augmentés de façon ahurissante. On arrive à 108 000 hommes, en plus des 26 000 supplétifs. Donc ça fait pratiquement une armée qui dépasse les 30 000. Pour donner un exemple, à l'époque, l'armée française était la plus puissante armée de terre du monde. D'ailleurs, en 1863, la prise de l'Italie n'a demandé que 30 000 hommes, alors qu'en Algérie, on avait 130 000 hommes qui étaient là. Et donc, après que l'émir Abdelkader se soit retiré, il fallait continuer l'occupation du territoire. Et ça explique un peu les visées coloniales d'occuper Tougourt, qui était une petite royauté, mais bien sûr ce qui n'a pas posé aucun problème, mais le problème va se poser avec les autres agglomérations, notamment Zaatcha, également les Aurès avec Nara, et ensuite avec bien sûr l'Arwat. Alors, l'Arwat ont choisi donc un colonel à l'époque qui avait des états de service, de sinistres états de service, à savoir Pélissier. Pélissier était déjà général. Oui. Il était installé à Oran. C'était en quelque sorte le responsable militaire régional. Pour attaquer l'Arwat, en fait, les Français ne voulaient pas qu'il y ait
une répétition de Zaatcha. Ouais. Et donc, c'est la première fois depuis l'occupation que l'armée française mobilise des moyens gigantesques. Donc ce sont pas moins de 6 colonnes militaires qui sont mobilisées. D'abord de l'ouest, 3 colonnes, avec la colonne de Saïda, oui. La colonne d'Oran et la colonne de Sidi Bel Abbas, qui donc vont partir vers l'Arwat. Et du côté est, donc on fait descendre la colonne de Médéa, la colonne de Boussaada, et on demande aux autres colonnes, dont la colonne de Biskra, qui était sous le commandement de Macmaillon, de se tenir prête, et la colonne de l'Est, donc de Constantine, qui est envoyée vers Boussaada, sous également le commandement d'un général. En plus de ça, donc malgré la mobilisation de ces troupes-là, qui au final représentent pratiquement 6 000 militaires français, plus 2 000 supplétifs. Donc il y a une colonne de secours qui descend d'Alger, à sa tête le gouverneur militaire en personne, donc le général Rondon, qui arrive jusqu'à Médéa lorsque la prise de l'Arwat est annoncée. Donc alors on a plus de pratiquement 7000. On a 8000. Donc il y a 6000 militaires français. 8000. Dans les militaires français, il faut préciser également qu'il y a 1200 zouaves qui sont considérés comme des troupes d'élite. Ouais. C'est un corps qui venait d'être constitué et à qui on a donné de nouvelles armes, notamment ce qu'on appelle les fusils à tige. Et donc c'était un corps exceptionnellement disposé à mener des actions précises. La ville de l'Arwat comptait alors 4000 ? Elle comptait à peu près entre 3500 et 4000 personnes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était défendue juste par 1 millier d'hommes. 1 millier d'hommes. Mal armés, parce qu'ils avaient un petit canon et ils avaient des anciens fusils. Ils n'étaient pas formés. Et il n'y avait que des enfants et des femmes et des vieillards. Vous avez donc dit qu'on n'a pas privilégié donc l'attaque telle qu'elle a été adoptée lors de la bataille des Zaatcha, où la ville l'oasis a été complètement rasée. Elle a été rasée pourquoi? Parce que c'était un peu parce que les militaires français se sont vengés sur Zaatcha qui a résisté. Ouais. Lorsqu'on résiste, bien sûr, c'est une oasis qui a résisté de juillet jusqu'en novembre 1949, donc et il y a eu pas mal de militaires qui ont été tués, donc ce qui a nécessité l'envoi de renforts. Il y a eu quand même 3 ou 4 généraux qui étaient là-bas, etc. Donc les Français ne voulaient plus qu'il y ait un deuxième Zaatcha. Alors, à l'Arwat, maintenant, donc on est en décembre, vers la fin du mois de novembre, la ville a été complètement cernée. Oui, alors les troupes arrivent vers la fin novembre, la fin novembre, c'est ça, début décembre. Disons le 2 décembre, toutes les troupes sont déjà sur place et ces policiers, parce que le général Youssouf était là-bas, c'est lui qui est arrivé le premier. Et donc c'était lui qui avait pris quelques mesures, notamment il a détruit les digues de canalisation d'eau, il a confectionné des échelles, une 60aine d'échelles, donc il s'apprêtait déjà à faire l'assaut. Et lorsque Pélissier est arrivé, c'est lui, étant donné qu'il était le chef, donc c'est lui qui a pris en main ces troupes qui étaient présentes, et donc il y a un plan d'attaque qui a été mis en place. Le soir, d'abord le 3 décembre dans la journée, il y a eu, disons, une approche avec plusieurs bataillons. Pélissier a essayé de tâter la résistance des gens de l'Arwat. Il y a eu une centaine de morts et blessés parmi les militaires français. Et ces militaires n'ont pas dépassé les jardins. C'est uniquement au niveau des jardins. Et donc ils ont vu que la résistance était très puissante, malgré le fait qu'elle était mal armée, mais ils avaient des moyens, ils étaient déterminés.
À ce moment-là, donc le 3 au soir, le 3 décembre au soir, ils ont commencé par attaquer les deux mamelons parce que à l'extérieur de la ville, il y avait deux niveaux élevés qui pouvaient dominer la ville, notamment Sidi Issa, qui était le mausolée, donc le wali Sidi Issa, le wali de la ville, donc qui dominait la ville. Et ils avaient besoin de ces positions pour mettre les pièces d'artillerie et en fait pour également lâcher les gaz à ce moment-là. Ils les ont pris le soir en mettant le paquet. Il y a eu une trentaine de blessés et de morts, 4 dont des officiers, etc. Mais malgré ça, donc ils ont pris ces deux positions stratégiques et ils ont placé leurs pièces. Ce qui fait le 4 décembre le matin, à partir du lever du jour, c'est-à-dire comme c'est décembre, donc les journées sont courtes, c'est à peu près 7 h du matin, peut-être 7 h 15, et ils ont commencé à bombarder la muraille, donc l'enceinte de la ville. Et c'est un tir qui a duré, selon les écrits militaires français, de pratiquement le lever du jour jusqu'à 11 h du matin. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu qu'il y avait une brèche d'à peu près une trentaine de mètres qui était suffisante pour le passage de l'armée. Donc voilà. Mais avant le passage de l'armée, donc il y a ces obus de chloroforme. Donc il fallait d'abord ouvrir la voie. Oui. En fait, ce n'est pas des obus de chloroforme. Ouais. Le chloroforme, c'est un gaz qui est très volatile. Ouais. Donc il y a eu des essais pour l'utiliser dans les obus ou comme munition de guerre, mais ça n'a pas marché. Donc on utilise du chlore. Ouais. C'est essentiellement du chlore qui a été utilisé. Pourquoi justement avoir pris des positions hautes? C'est justement parce qu'à l'époque, donc on utilisait, c'est vrai, des obus, mais souvent on utilisait des fûts de gaz, et le gaz, donc sous forme en quelque sorte de courant, descendait facilement. Donc il fallait trouver des sorties pour que ce gaz-là puisse arriver jusqu'en ville. Et ça explique un peu le fait d'avoir pris ces pics et d'avoir ouvert la brèche pour permettre justement à ce courant d'arriver. C'est ce qui s'est passé. Donc ils ont utilisé certainement des obus, mais également... Mais pourquoi donc le choix de Lerouat pour expérimenter donc, cette arme chimique à l'époque Parce que c'est tout simple. D'abord parce qu'il y a eu Zaatcha. Oui. L'armée française ne voulait pas qu'il y ait, surtout pour sa renommée au niveau des villes du Sud, parce qu'elle avait une stratégie d'occuper tout le Sud. Oui. Donc il fallait que la France apparaisse comme une puissance à laquelle rien ne résiste. Oui. Donc il ne fallait pas récidiver le Zaatcha et que ça traîne pendant 3 ou 4 mois, oui. Donc pour que les gens, à ce moment-là, peut-être que d'autres villes allaient venir au secours des gens de Lerouat. Donc il ne voulait pas cela. Donc il fallait régler le problème rapidement, et ça explique un peu l'utilisation des gaz. À l'époque, les gaz étaient déjà disponibles, oui. Puisque Guy Lussat, qui est un pharmacien français, a réussi en 1918 à combiner les gaz et à en faire des gaz de combat. En 1825, Le Fortier, qui est un autre pharmacien, a confectionné des obus de gaz. En 1920, déjà, la France avait confectionné des obus de gaz. Donc la France maîtrisait déjà, au début du siècle, avant même l'occupation de l'Algérie, les gaz. Et ces gaz étaient disponibles. On sait, par exemple, lors de la bataille de Crimée en 1853, parce qu'elle n'a pas voulu utiliser contre les Russes. Et lors de la guerre civile aux États-Unis, les confédérés avaient la possibilité de fabriquer des gaz. Ils n'ont pas voulu le faire contre les sudistes. Donc, vous voyez, les Français l'ont utilisé uniquement contre les Algériens. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut savoir que Pélissier a un mot triste et célèbre. La peau d'un de mes tambours est plus précieuse que la peau de ses gredins, avant l'attaque contre la tribu de Ledria. Oui. Donc, cette vue, donc, ces militaires avaient une vue très dépréciée des gens qu'ils avaient devant eux. C'est des indigènes, c'est des moins que rien. Et donc, on les a traités d'animaux.
Donc ils ont affiché une volonté d'exterminer la population de l'Ouest dès le début. C'était déjà, ce que j'allais dire, c'était déjà programmé. D'ailleurs, il y a eu un débat sur l'utilisation de gaz. Oui. Certains ont dit, notamment les Français, ils ont dit on n'a jamais utilisé de gaz, de toutes les façons on ne pouvait pas le faire, etc. Or, il y a des arguments qui militent en faveur de l'utilisation des gaz. D'abord, Jean Méliat, qui a été directeur de cabinet du gouverneur d'Alger et qui a également occupé beaucoup de positions très importantes au Moyen-Orient, au niveau de l'administration française, dans un livre écrit sur la droite, parle d'Holocauste. Ouais. Holocauste, c'est un terme très fort, que d'ailleurs les Juifs utilisent aujourd'hui pour marquer qu'ils sont les seuls à avoir subi un Holocauste. Donc, c'est-à-dire c'est l'utilisation de gaz, etc. Deuxièmement, dans le rapport qui a été envoyé le jour même, à 14 h, par Pélissier au général Rondon, donc qui est le gouverneur militaire, il disait, il a fait l'éloge des armes spéciales qui ont été utilisées. Or, on sait que le concept d'armes spéciales aujourd'hui, ce sont les armes de destruction massive, qui comprennent bien sûr le nucléaire, les gaz et le microbiologique. Troisièmement, Fromentin, qui est un romancier qui a visité la droite 6 mois plus tard, après cette destruction de la ville, a parlé également, d'abord il a cité un rapport secret en parlant de courant qui est passé dans la ville, et lui-même a parlé d'une ville qui est vidée, où il n'y avait personne, il y avait juste les militaires qui étaient là-bas. À tel point, il utilise une phrase qui est extraordinaire. Il dit on a l'impression que la ville a été déménagée totalement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du vol, les militaires ont tout volé. Ouais. Les tapis des gens, les ustensiles de cuisine, ils n'ont rien laissé. Donc c'est un peu les images qui restent de ça, du Barak qui était capitaine. D'ailleurs, il y a un autre militaire qui a écrit dans ses mémoires que le mot « pas de quartier » avait tout son sens à l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas laisser la vie sauve pour tous les... De toute façon, lorsqu'on voit les descriptions qui ont été rapportées par Fromentin, il parlait de dizaines de corps les uns sur les autres. Oui, oui. Alors, lorsqu'il y a des corps les uns sur les autres, ce ne sont pas des personnes qui ont été tuées. Autrement, on les trouverait quelque part. On ne trouverait pas donc un amoncellement de ce type-là. Et lui, en tant que romancier, il a utilisé le mot sang, etc. Mais en réalité, comme il n'a pas assisté à la bataille, donc on ne peut pas dire qu'il y avait du sang. C'est vrai qu'il y avait des traces de balles. Pourquoi? Parce que lorsque les militaires français sont rentrés, d'ailleurs, la rentrée des militaires est tout à fait objective, enfin, était tout à fait, elle dénote cela. À la fin du bombardement à 11 h, 1 heure plus tard, les deux colonnes de militaires, celle de Youssouf qui est rentrée par l'Est et celle de Pélissier qui est rentrée par l'Ouest, se sont rencontrées sur la place publique. Comment expliquer que la veille, pour s'approcher des jardins, ils ont perdu une centaine d'hommes, ils n'ont pas pu le faire, et que le lendemain, lorsqu'ils ont attaqué, 1 heure plus tard, ils ont détruit toutes les résistances, et en 1 heure, ils se sont retrouvés. Donc ça veut dire qu'il y a eu une action décisive qui s'est produite entre 11 h et midi. Et cette action décisive ne peut être reproduite que par l'utilisation des gaz. Alors, la durée des gaz, comment ce gaz chloroforme? Le chloroforme, c'est un produit qui est asphyxiant et vésicant. Oui. C'est-à-dire qu'une fois lâché, la personne donc, sent une irritation au niveau des voies respiratoires
il n'arrive pas à respirer et il peut également s'asphyxier parce qu'il n'arrive pas à respirer, il y a une inflammation interne, etc. D'ailleurs, on l'a utilisé donc, par la suite, notamment des dérivés de chlore, c'est l'hypérite qui a été utilisé par les Allemands lors de l'attaque de la Belgique en 1925, et où il y a eu justement des bataillons de tirailleurs. Il y a eu 5000 morts avec les Canadiens qui étaient là-bas. Donc, il agit dans un temps bien précis. Il agit en un temps bien précis, et ensuite il se un peu volatilise dans l'air, ce qui fait que son effet devient un peu important. Lorsqu'il rencontre des personnes ou des êtres vivants essentiellement devant lui, donc il est très efficace au moment de son jet. Mais après, donc, il arrive à se volatiliser. Donc on dit qu'il y avait des cadavres même au niveau des jardins, donc un peu partout. D'après la description qui a été donnée par Fromentin, parce que lui il a décrit beaucoup, en fait il a décrit à travers ce qu'on lui a raconté les militaires qui ont assisté à la bataille, dont il y avait très peu de gens au jardin. La plupart des gens étaient à l'intérieur dans le boulevard principal de la ville, et c'est là où il y a eu des centaines de morts qui étaient amoncelés. Et puis lorsque les militaires français sont entrés en ville, ils étaient comme des animaux, donc ils ont essayé d'occuper les maisons une à une. Et chaque fois qu'une porte était fermée ou il y avait une femme derrière, on tirait d'abord pour voir ce qui est. Donc on a tué des enfants, on a tué des femmes, etc. Les jours suivants, on a également cherché tous les enfants, les garçons, pour les tuer. C'est pour ça que les mamans ont essayé de mettre des boucles d'oreilles, d'habiller les garçons comme des filles pour qu'ils ne soient pas tués. Donc ça, c'est un peu des éléments de cette époque-là. Les Français ont également, comme c'est des traîtres toujours, donc ils ont fait un appel pour les gens, parce qu'il y a les Belchohra et d'autres personnes ont réussi à fuir. Et donc ils ont lancé des appels pour dire que l'armée française donnait le aman, c'est-à-dire la liberté aux gens, qu'elle s'engageait à ne pas les toucher s'ils se rendaient. Il y a effectivement 83 personnes qui se sont rendues. Et ces personnes qui étaient cachées dans les jardins ont été arrêtées. On leur a mis des sacs sur la tête. C'est d'ailleurs, on appelle ça amshkara. Donc, et ensuite, on les a aspergés de spiroto, qui est un liquide inflammable. On les a descendus à l'oued et on les a brûlés vifs. Et ça, ce sont des témoins qui racontent ces histoires-là. L'Arwat est considéré, d'ailleurs, les Larwatais, ils parlent de 54, ils citent comme Am al-Khalia, l'année de l'anéantissement. Pourquoi? Parce que 3500 personnes des 4500 qui y étaient à l'intérieur de la ville ont été tuées. Le restant des personnes, essentiellement des femmes et des petits-enfants, ont été conduits à pied jusqu'à Eflo, à 80 km, où ils ont été mis dans un pénitencier. Et jusqu'à la construction du fort Bouskaren, où ils ont été ramenés vers Ouargla. Ce qui fait que pendant pratiquement un an, il n'y avait aucun habitant au niveau de Ouargla. Il y a juste le une garnison militaire. Donc. Voilà, contingent militaire. Alors, il y a eu, la résistance était très très importante, parce qu'il y a eu même la mort d'un général. Donc, oui, Bouskaren qui a été tué. Il y a eu également le commandant Morand qui a été abattu également. La résistance au début était très importante. C'est pour ça que je dis que, voyant cette résistance extrêmement importante et qu'il fallait donner le prix du sang, les Français se sont résolus à utiliser les gaz. Parce qu'autrement, même avant, lorsqu'on voit le bilan, il y a eu entre 150 morts et blessés français. Mais c'était avant l'utilisation des gaz. Lorsqu'ils ont vu que la continuation de cette attaque-là allait leur coûter très cher. Mais il y avait quand même l'intention d'en finir avec la vie. Oui, l'intention existait. Pourquoi? Il y a d'abord la présence insolite, j'allais dire,
le pharmacien, enfin le médecin-chef de l'armée coloniale, oui, qui était présent là-bas. Pourquoi il était présent? Parce que c'était un expérimentateur. Oui. Et ce n'est pas par hasard qu'on lui ait donné le tiers de la palmeraie de la Rouate, c'est-à-dire 8000 palmiers. 8000 palmiers. Qui lui ont été offerts. Comment ça? Donc, c'est une question qui mérite qu'on lui donne une réponse. Oui. Donc, c'est ainsi que ça s'est produit. À côté de ça, il faut également rappeler qu'il y a eu également des actes gratuits d'assassinat, oui, comme le capitaine du Barail qui a abattu le cadi de la ville. Oui. Donc il a tué comme ça, sans aucune, si vous voulez, raison. On dit, donc il y a cette image où donc, la ville était pratiquement était pleine de cadavres. Oui, il y avait des cadavres partout, c'est-à-dire même après, donc, même après l'attaque avec le chloroforme, les militaires... Avec le chlore. Avec le chlore, voilà. Avec le chlore. Donc, même après cette attaque, il y avait donc les militaires qui assassinaient avec des baïonnettes, donc tout le monde, des femmes. C'est-à-dire, bon, ils assassinaient les gens qui étaient encore en vie. Parce que, bien sûr, lorsqu'il y a une attaque comme ça, il y a beaucoup de gens qui tombent, bon, beaucoup de personnes qui sont asphyxiées, qui sont en train de se tordre par terre, et donc eux, ils les achèvent avec les baïonnettes. C'est clair. Donc il y a eu un comportement... Est-ce qu'on a une idée de la quantité donc, du chlore qui a été utilisé? Puisque la colonisation, les colons français, l'armée française dit qu'elle n'a jamais utilisé. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas savoir s'il y a la quantité et même le type de gaz qui a été utilisé. Donc c'est un peu la démarche, parce qu'à l'époque, les premiers gaz utilisés, c'était le chlore, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que les cadavres, pour s'en débarrasser, ils les ont jetés dans les puits. Ouais. Et Fromentin cite des militaires. Dans un des puits, il y a eu 253 cadavres, dans un seul puits. Oui. Donc les puits ont été remplis de cadavres, et il y avait une odeur... Des fosses communes également, donc des charniers. Après, il y a eu des fosses communes, mais les cadavres ont été abandonnés. C'est pour ça qu'il y a eu une odeur pestilentielle qui est restée. C'est pendant 6 mois. 6 mois. Les odeurs étaient terribles. On les sentait à des kilomètres de la ville. Les corbeaux et les voitures, les rapaces sont arrivés sur la ville le premier jour. Ils sont restés des mois sur place. Donc, cette situation-là a été décrite de façon magistrale par Fromentin. La ville a été complètement rasée, et puis il y avait une volonté également d'abattre tous les palmiers, parce que la Rouate est connue pour... Le PLC a décidé, dès que la ville a été prise, donc il y a un événement qui est un peu particulier, c'est qu'après que la ville soit prise à 13h, donc à 14h, lorsqu'il a fait son rapport, à 14h exactement, il a demandé que son repas lui soit servi devant les corps des gens, des morts, etc. Et donc il a mangé normalement comme si rien n'était. C'est dire l'aspect tout à fait glacial. C'est un comportement inhumain de cette personne-là, qui a une longue série de crimes sur la tête, enfin dans la mémoire. Il y a, donc, ce qu'on peut dire sur cela, parfois on s'arrête. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Donc, alors, il y avait la contamination des eaux également. Donc, contamination des eaux, c'est clair, parce qu'on a jeté, comme je vous ai dit, beaucoup de sur le plan même de l'environnement. Et c'est resté pendant des années. C'est l'histoire de la contamination. Oui. Il a fallu creuser d'autres puits, etc. Donc, pendant longtemps, la vie n'est revenue à la Rouate que pratiquement une vingtaine d'années plus tard, parce qu'il ne restait plus rien, puisque tous les hommes ont été tués.
est resté des femmes et des petits-enfants. Alors, est-ce que cette volonté, donc cette tentation génocidaire affichée et revendiquée par certains militaires, est-ce que l'Arwat constitue en quelque sorte une sorte de laboratoire pour l'armée française pour... On peut dire qu'avec cette première utilisation, oui. Oui, parce que ça a montré qu'on pouvait le faire. Et ça a été fait et les résultats ont été obtenus. D'ailleurs, la victoire de l'Arwat, entre guillemets, a été saluée de façon inédite. Ouais. C'est comme on a fait pour la prise d'Alger. Ouais. C'est-à-dire, il y a eu les étendards qui ont été présentés au niveau de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Ouais. On a célébré un Te-Deum. Un Te-Deum, c'est une prière spéciale qui est faite lorsqu'il y a une grande victoire. Donc ça a été fait. La clé de l'Arwat a été remise au musée de l'armée, alors que c'est une prise de guerre. Parce qu'aujourd'hui, le musée de l'armée française dit que ça appartient au musée et toutes les propriétés du musée sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les donner. Or, la clé de l'Arwat, elle n'appartient pas au musée. C'est un vol à la suite d'un fait de guerre qui a été mis là-bas. Donc, il faut revoir ce système-là. Et 12 ans plus tard, il y a une rue qui a été baptisée rue de l'Arwat au niveau de Paris. Mais même à l'époque, les Français avaient tellement honte de donner la signification, ils ont mis uniquement rue de l'Arwat, sans donner aucune explication. L'explication a été donnée cette année, puisqu'il y a quelques semaines, elle a été rebaptisée en disant en hommage à la population d'Arwat qui a été tuée, etc. Chose qui ne règle pas le problème, parce que ce n'est pas une simple plaque qui va dédouaner donc, ce crime, ce génocide. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, le crime de l'Arwat est un des crimes les plus abjects de la colonisation. Il a la même valeur sur le plan moral et éthique que les enfumades, parce que c'est un véritable génocide. C'est la même chose pour Zaatcha et d'autres régions, sauf que la particularité du crime de l'Arwat, on a utilisé une arme interdite, qui est aujourd'hui interdite, qui a été utilisée et essayée pour la première fois sur des populations civiles. Et puis il y avait l'intention d'en finir, donc de détruire cette population. Absolument. Dès le départ, il y avait l'intention. D'ailleurs, pour le dire, c'est que même pas quelques semaines plus tard, après la chute de l'Arwat, ça a créé un grand émoi au niveau de tout le sud algérien. Et le Mzab en entier a demandé la même. Et donc les représentants des Mozabites ont signé un traité, si vous voulez, avec le général Randon à Alger, pour dire qu'il se mettait sous la protection de la France. Donc il y a une terreur, c'est une manière de... Absolument, de terroriser la population. De terroriser la population et les faire venir vers... C'était la stratégie de Bugeaud. Donc, exactement, c'est la continuité. C'est la continuité. En fait, Bugeaud a continué Voirol, a continué d'autres officiers. Ce n'est pas... Lorsqu'on voit la colonisation, on voit que ça a commencé avec la prise d'Alger. Tous les militaires avaient ce penchant de faire du mal, d'être des êtres pas humains, mais en dehors de l'humanité, parce qu'ils sont libérés de leur humanité. Lorsqu'on voit que la plupart des officiers français, c'était des gens issus de la bourgeoisie et de l'aristocratie française. Ils ont fait les grandes écoles, notamment l'école de Saint-Cyr, l'école également d'artillerie de Metz, etc. Mais ce sont des gens qui se sont comportés sur le terrain comme des animaux. Donc ils n'avaient aucune morale, aucune éthique dans leur comportement. Lorsqu'on voit par exemple Comte Robert, comment il ne concevait pas
d'arrêter des gens, il fallait leur couper la tête. Lorsqu'on voit Youssouf, le bouffon, qui ne se satisfaisait que lorsqu'il mettait les têtes coupées sur des lances et les mettait à l'entrée de son camp. Ce comportement était presque Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, avec les Bnei Manassar, par exemple. Il a fait vider des maisons entières pour mettre ses chevaux. Et le matin, au réveil, lorsqu'il a pris, il voulait partir, il a trouvé toutes les femmes et les enfants qu'il avait sortis des maisons mortes de froid dans la glace, dans la neige. Donc je veux dire que ce comportement s'est vérifié par la suite. On l'a revu avec Ossarès, avec Massu, avec Chal, etc. Donc ce n'est pas nouveau. C'est un comportement qui est pratiquement spécifique des militaires français. Alors, vous avez évoqué donc l'histoire des résistants qui ont décidé donc de déposer les armes et puis qui ont amené les sacs de jus sur la tête. Oui. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure cette idée donc de pas de quartier, c'est-à-dire il voulait en finir avec tout le monde. Quand on parle de 3/4 les 2 tiers plutôt, hein, les 2 tiers de la ville qui ont été massacrés. Est-ce que les chiffres, on peut les vérifier aujourd'hui? Parce que certains disent qu'il y avait plus de morts, en fin de compte. C'est tout à fait. En fait l'histoire de la Rouat n'a pas été écrite. Oui. Ça, il faut le dire. Comme d'ailleurs l'histoire de pas mal d'autres catastrophes, d'autres tueries, d'autres massacres commis par... qui nécessitent bien sûr une approche multidisciplinaire pour connaître. Bon, ça c'est des données. Il y a un historien local qui s'appelle Takhi à la Rouat, qui a essayé de rassembler un certain nombre de documents. C'est lui qui cite par exemple le chiffre de 83 personnes. À qui on a mis des sacs et qu'on a aspergé avec du spirotto. Je pense qu'on peut retrouver encore quelques bribes de données. Il peut y avoir également des écrits. Ces écrits existent certainement au niveau des lettres qui ont été partagées entre des gens qui habitent le Sud à l'époque et qui ont, dont certains ont peut-être vécu cette catastrophe humanitaire, les proches de Ben Chorla par exemple, parce qu'il était là-bas. Donc je pense qu'on peut rassembler ces éléments-là, mais ça c'est le travail des départements d'histoire, c'est-à-dire c'est le département d'histoire de la Rouat par exemple, de l'université de la Rouat, qui est un grand département d'histoire, qui devrait s'occuper de cet aspect-là et faire l'affaire de 1852 une affaire prioritaire. C'est-à-dire, il est impératif que les historiens écrivent ce qui les concerne, c'est-à-dire les choses de leur environnement, de leur région, surtout leur région d'origine. Après, donc, 6 mois après, qu'est-ce que la Rouat va devenir donc une... Alors, la Rouat, 6 mois plus tard, c'est la visite de Fromentin. C'est là où il écrit son livre. Alors, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une ville qui est vide, déménagée totalement, les maisons détruites ou les portes détruites pour beaucoup, etc. Il faut vous faire remarquer que Pélissier, comme on l'a dit tout à l'heure, avait demandé qu'on rase la ville et qu'on coupe tous les jardins. Mais entre-temps, le général Rivet, qui est le chef d'état-major, est arrivé. Il était à Médéa, donc il venait de Médéa, il a fait arrêter le carnage. Donc c'est lui qui a fait arrêter la destruction et la coupe des palmiers. Mais on ne sait pas combien de maisons ont été détruites, mais ce qui est sûr, c'est que le boulevard, le grand boulevard de la Rouat, en fait, il y avait des maisons dessus, et c'est la destruction de ces maisons-là qui a donné lieu au boulevard par la suite. Donc, sur le plan historique. Donc, on parle de 700 et quelques maisons. C'est possible. C'est possible parce que le boulevard est tellement long. Non, c'est-à-dire la ville, la ville comptait 700 et quelques maisons, donc en 1852.
C'est possible. C'est un chiffre. Hein, c'est un chiffre qui a été avancé, oui. Effectivement. Je pense qu'il y en avait plus, parce qu'on n'a parlé que des maisons qui étaient déjà bien faites, bien construites. On n'a pas parlé ce qu'on appelle aujourd'hui... Non, c'est une ville, c'est une médina au sens propre du terme. Parce oui, que les murs blanchis à la chaux, etc. Et puis, non, c'était une ville très très bien organisée. Oui. C'est une ville qui était même occupée par deux grandes tribus. Et il y avait un espace entre les deux parties de la ville qui était pratiquement équilibré des deux côtés. Et l'espace permettait donc la rencontre, c'était le marché, etc. Donc, mais c'était une ville très bien organisée, et malgré le fait qu'il y avait deux tribus, elles s'entendaient. Il y avait beaucoup de commerce, donc on l'a dit. Il y avait beaucoup de commerce, c'est clair. Et puis, les jardins, il y a ce jardin qui entoure la ville. Toute la ville. C'est-à-dire que chaque habitant avait son verger et ses palmiers qui étaient en dehors de la ville. Oui. Et chacun connaissait un peu les limites sa parcelle. Sa parcelle. Ce qui explique, parce qu'on parle de 25 000 palmiers tout autour de la ville, ce qui est considérable pour une agglomération comme la Ouatt à l'époque. Donc c'est pour ça que le nombre de palmiers doit être normalement proportionnel au nombre d'habitants. Et donc 700, si on dit que c'est 700, ça veut dire qu'il y avait à peu près 4 palmiers par personne, par chef de famille. Ce qui était donc un peu correct. Alors, c'est une expérience douloureuse pour les Algériens. Est-ce que le gaz a été... Est-ce que vous avez retrouvé des traces donc, de l'utilisation de ce gaz, ou bien des armes chimiques en Algérie, pendant notamment au XIXe siècle? Ce qui m'a été dit, c'est qu'il y avait un document sur le gaz, l'utilisation de gaz à la Ouatt, et qui était sur BNF dans les années 70-80 et qui aurait été retiré. Moi, je n'ai pas retrouvé de documents sur ça, donc je n'ai pas trouvé du tout de documents concernant l'utilisation de gaz au niveau de la littérature française, au niveau des bibliothèques, etc. Donc vous avez consacré un livre, M. Riati, à ce génocide qui sera donc... Oui, c'est un livre qui est en cours d'édition, mais en fait c'est un livre plus global. Il parle de l'emploi de gaz, d'armes chimiques et biologiques durant l'occupation française de l'Algérie. Donc je parle bien sûr de la Ouatt. D'avant la Ouatt, il y a d'abord les enfumades, ensuite il y a la Ouatt, ensuite il y a l'utilisation du napalm, qui est un gaz bien sûr, durant la guerre de libération. Ensuite c'est le gazage des grottes, parce que la France a repris le gazage, et ça montre qu'elle a toujours utilisé ce système-là. Et enfin, je parle un peu des expérimentations françaises dans le sud algérien, notamment au niveau de la région de Beni Ounif, donc Hammaguir, les B2 Namous, où on a expérimenté la plupart des gaz et où l'OTAN était concernée. Il y avait des Américains, des Européens qui venaient, il y avait même des Israéliens. Et donc, on a expérimenté différents gaz, le Batum, le sarin, le VX, qui est 10 fois plus puissant que le sarin. Les armes également binaires, ce sont des gaz qu'on met dans la même arme, mais elles sont séparées. Donc elles ne sont pas très puissantes lorsqu'elles sont prises individuellement, mais lorsqu'elles se mélangent, elles deviennent extrêmement délétères. Donc je parle un peu de ça. Je parle également des essais sur les produits microbiologiques, c'est-à-dire l'utilisation de bactéries, etc. Il y a également un épisode qui n'a pas été très documenté, c'est la bataille de Djambo en 1957 dans l'ère occidentale, à côté de Timimoun, où la France aurait également utilisé, selon les témoins, des gaz. Il y a eu un épandage de gaz aérien
ça également, cet épisode devrait être, bien sûr, plus étudié. Est-ce que l'utilisation de ces gaz, etc., ont un impact sur l'environnement? Oui. Absolument. Surtout les gaz actuels. Bon, on sait par exemple que la France n'a pas dépollué la région. Déjà, oui. Malgré la promesse de 2012 de Hollande. Et ça pose un problème réel. Parce qu'il y a certainement des bidons qui ont été laissés là-bas, de gaz, de produits chimiques, etc. Ou même peut-être de microbiologie. Donc il faut voir, il faut qu'il y ait une étude sur place. Je sais qu'il y a une étude environnementale qui a été faite dans les années 70 et qui a montré qu'il y a eu des cheptels qui ont été décimés à cause justement de l'existence de produits chimiques dans la région. Mais il y a également beaucoup d'anomalies à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a eu des naissances d'enfants anormaux. Leur nombre ou leur pourcentage a beaucoup augmenté au cours des 60 dernières années dans la région. Tous ces éléments-là devraient nous inviter à faire d'abord une étude épidémiologique de la région et deuxièmement à faire des enquêtes également de terrain environnementales pour voir s'il y a des produits délétères, notamment des produits chimiques et des produits microbiologiques, et voir comment faire pour justement protéger la population. La France n'a jamais reconnu l'utilisation des armes bactériologiques ou bien des armes chimiques pendant sa présence en Algérie, mais même quand il s'agit par exemple vous avez évoqué tout à l'heure le napalm, on parlait des bidons spéciaux. Absolument. Donc, BS. Les Français ont toujours considéré l'utilisation des gaz et des produits microbiologiques comme des aspects extrêmement secrets. Même certains ministres français ne connaissaient pas le contenu. Donc ça explique un peu toute cette... par exemple, les pilotes, il y a eu des témoignages par la suite, ils ont reconnu qu'ils avaient reçu l'instruction de ne jamais parler de napalm lorsqu'ils étaient en vol. C'est pour ça qu'ils parlaient de BS, c'est-à-dire de bidons spéciaux. La même chose pour le reste. Les gaz qui étaient utilisés pour le gazage des grottes. Les grottes. Également, on n'utilisait jamais le mot gaz. Donc, et il y avait des équipes spéciales qui ont été formées pour cela. On estime qu'il y a eu 2 000 ou 3 000 personnes qui ont été formées pour... et le nombre de grottes qui ont été gazées durant la guerre de libération pourrait dépasser les 800. Mais malheureusement, on ne les connaît pas parce qu'il faudrait faire, ou bien la France devrait nous donner la localisation de ces grottes-là, elle l'a dans les archives, ou bien il faut faire des enquêtes nous-mêmes parce qu'il y a certainement beaucoup de chouhada qui sont à l'intérieur de ces grottes-là, et on permettra à ce moment-là à leurs familles de leur faire un deuil et de les enterrer correctement. Pourquoi? Parce que les Français, lorsqu'ils ont gazé ces grottes-là, ils les ont emmurées. Ils ont mis souvent fermé ces grottes-là, et très peu de grottes sont connues. Il y a peut-être lorsqu'on fait la littérature, on trouve peut-être une quarantaine, une cinquantaine, mais on est loin des 800 estimés. Je tiens à vous remercier beaucoup, M. Moustapha Riaté, d'avoir évoqué cet épisode douloureux de notre histoire, à savoir le génocide de l'Arwat du 4 décembre 1852. Merci beaucoup. Je tiens à remercier également toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.